Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 490 Médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Vous êtes de retour de Savoie ? Oui. Bon, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur l'unanimité, voire l'unanimisme médiatique autour de la constitutionnalisation de l'IVG. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à la comparaison de la guerre hybride et informationnelle entre les Russes et les Occidentaux, avec l'usage de ce qu'on appelle les trolls, ces faux comptes créés sur Internet pour influencer l'opinion. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Et pour conclure, le portrait piquant du jour sera consacré à Mathieu Lartaud. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons de journalisme sportif, la voix du rugby français à la télévision. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner ou de vous réabonner à la chaîne de TV Liberté. Immédiat numéro 481, c'est parti. La météo de l'info est guerrière. Sonnez clairon, résonnez musette, l'immense président Macron a évoqué le possible envoi de troupes terrestres pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Et il a récidivé à Prague. Deux déclarations qui ont sollicité un tollé chez les chefs d'État européens comme au siège de l'OTAN et même en Chine. Comment expliquer une telle annonce ? Coup de com'? Folie narcissique ? Volonté de faire oublier le désastreux passage au salon de l'agriculture ? Tentative de gêner le Rassemblement national accusé d'être pro-russe ? Ballon d'essai pour le compte de l'État profond américain ? Délire paranoïaque ? Abus de psychotropes ? Toutes les hypothèses sont ouvertes pour le plus grand discrédit de la France dans le monde. L'image de la semaine, c'est la constitutionnalisation de l'IVG. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, les médias font preuve d'une certaine unanimité, notamment le journal Le Monde. Après l'inscription de l'IVG dans la Constitution, la presse internationale salue un vote historique. France Info également, un modèle à suivre, un signal fort, comment la presse étrangère parle de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Même CNews, Jean-Yves, cède à la pression après la polémique sur l'avortement. Il y a quelques jours, en effet, CNews avait qualifié, lors d'une émission, ce qui s'appelle Enquête d'esprit, qui se diffuse le week-end, une infographie donc dans son talk-show religieux du dimanche, disant que l'avortement était la première cause de mortalité dans le monde. Et sous le poids du tollé médiatique et de la pression de l'Arcom, CNews s'est excusé par l'intermédiaire de Christine Kelly et de Laurence Ferrari notamment. Alors, Jean-Yves, que peut-on dire de ce rétro-pédalage de CNews sur la question de l'avortement et de cet unanimisme médiatique ? L'unanimisme médiatique, sur quelques sujets que ce soit, je trouve que c'est malaisant, si je puis dire. C'est-à-dire que ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de liberté d'opinion. Que le talk show catholique de CNews critique l'avortement, c'est normal. Bon, et par conséquent, c'est un peu surprenant qu'il soit obligé de s'en excuser, alors que c'est la chaîne où il y a le plus de liberté possible. Mais la liberté est en train de se restreindre au profit d'un unanimisme à peu près dans tous les domaines. Il faut être pour l'immigration, il faut être contre la Russie, il faut être pour la constitutionnalisation de l'avortement. On ne sait plus très bien où il peut y avoir de vrais débats. Or, la liberté de débat, la confrontation des opinions, c'est à la base de la civilisation européenne et de la démocratie. Et c'est très, très inquiétant de voir cet unanimisme où tout le monde est obligé de voter, ou presque d'une certaine façon, et tous les médias sont obligés de dire c'est formidable. Voilà. Alors il y a quand même quelques exceptions médiatiques. On peut citer Charlotte Dornelas notamment. On regarde un extrait où elle remettait en cause cette religion
de l'IVG. C'est simplement, en effet, encore une fois, un mimétisme américain parce que déjà, le Conseil constitutionnel fait découler l'IVG comme un droit du droit individuel qui est déjà constitutionnel. Charlotte Dornelas qui nous dit donc « Si l'avortement est inscrit dans la Constitution comme une liberté, c'est un mimétisme américain ». Comme le souligne aussi Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, commémoration, hommage, résolution, congrès symbolique, muséification, comme si notre époque, trop peu sûre d'elle-même, jouait des coudes pour tenter de s'insérer dans la fresque de combat passé, au risque de confondre des menaces fantomatiques avec d'autres bien réels. On peut s'interroger, quand même Jean-Yves, sur la pertinence de l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Le RN s'en félicite, notamment par la voix de Jordan Bardella, lors du JT. À regarder. Sur l'IVG, qui est maintenant dans la Constitution. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Oui, Marine Le Pen a voté en faveur de cette mesure. Et je pense que nous devons refuser qu'une seule femme en France puisse un jour s'inquiéter de voir l'un de ses droits reculer. Alors Jean-Yves, certains disent que le RN s'est soumis à la gauche, puisque c'est Mathilde Panot de la France Insoumise qui avait initié cette constitutionnalisation. Qu'en est-il réellement ? Est-ce que c'est un gage de néo-système pour le RN, une tactique électorale ou une vraie conviction de fond ? Je crois d'abord que c'est une tactique électorale qui consiste à éviter les problèmes, à éviter tout risque de diabolisation. Et donc, à partir du moment où une position contraire, non pas d'ailleurs contraire à l'avortement en l'occurrence, mais contraire à la constitutionnalisation de l'avortement, ce qui revient à donner le pouvoir de la loi non plus au Parlement, mais au Conseil constitutionnel, à partir du moment où il y a un risque de diabolisation, on passe un petit peu sous la table, sous la trappe, etc. Bon. Alors, là où il y a un vrai problème, je pense, sur lequel il faudrait s'interroger, c'est que dans sa stratégie de dédiabolisation, le Rassemblement national s'aligne très souvent sur les positions de la gauche, sur les initiatives de LFI, mais est-ce que vous pouvez me citer une seule mesure, un seul amendement, une seule proposition de loi du Front National qui aurait été votée à l'Assemblée nationale? Une seule. D'aucuns disaient que la loi immigration était une victoire idéologique pour le Rassemblement national. Oui, elle a été cassée par le Conseil constitutionnel et aucun de leurs amendements n'a été pris. Aucun de leurs amendements n'aura été pris. La vraie dédiabolisation, c'est quand les autres acceptent de voter ce que vous proposez. Voter ce que les autres proposent, c'est pas de la dédiabolisation, c'est de la soumission. Mais pourquoi ça ? Parce qu'il y a la pression médiatique. C'est la tyrannie médiatique. Le Rassemblement national se soumet à la tyrannie médiatique, comme en d'autres temps, l'UMP, le RPR ou LR se soumettaient à la tyrannie médiatique. La tyrannie médiatique n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. On a quand même quelques élus qui ne se soumettent pas à la tyrannie médiatique, quelques exceptions de ceux qui n'ont pas voté pour, qui ont critiqué cette inscription de l'IVG, comme Philippe Gosselin. Sinon, pratiquement aucun élu n'a pris position contre. On a Stéphane Ravier aussi et quelques députés qui ont voté quand même contre, quelques dizaines. On a des réactions sur les réseaux sociaux un peu plus variées que ce que les médias voudraient le faire croire. Même sans être opposé à l'IVG, on peut quand même considérer les célébrations étatiques et les mises en scène de ces derniers jours totalement malsaines. Un avortement n'est pas un acte anodin et est forcément un échec de contraception ou de couple, sans mentionner évidemment la dimension morale de mettre fin à une vie. Il y a quelque chose de profondément rebutant et morbide dans cette fétichisation de l'IVG et dans l'aspect surjoué de ce spectacle. On a vu les cérémonies, les gardes républicaines. L'entrée solennelle de Madame Braun-Pivet est absolument hallucinante, quoi. C'est quand même le rituel au service de ce qui est quand même un acte de mort, qu'on peut peut-être pas toujours éviter, mais quand même un rituel au service d'un acte de mort. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu, ce qui est gênant, c'est l'unanimité. Ce qui est gênant, c'est l'unanimité, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté de débat. Et d'ailleurs, on l'a dit, il y a 72 députés ou sénateurs qui ont voté contre, honneur à eux, des sénateurs ou des députés LR ou RN.
Mais pratiquement aucun s'est exprimé. Vous avez cité M. Gosselin, mais il s'exprime extrêmement prudemment. Et le seul élu qui a été un peu dans le dur, si je puis dire, c'est Stéphane Ravier, le sénateur Reconquête de Marseille. Mais tous les autres, bon, ceux qui ont voté contre, encore une fois, ont fait preuve de courage, puisqu'ils ont voté selon leurs convictions, mais aucun n'est allé, ou pratiquement aucun n'est allé jusqu'à s'exprimer au fond des choses. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Voilà. C'est ça que ça veut dire. S'il y a de la liberté, il y a de la diversité dans le vote, il y a de la diversité dans l'opinion. Aujourd'hui, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté sur ce sujet-là, mais il n'y a pas de liberté sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas de liberté sur le refus de l'immigration. Il n'y a pas de liberté sur la remigration. C'est vraiment préoccupant, sauf peut-être sur TV Liberté et quelques médias alternatifs, mais c'est des petits îlots de liberté dans un océan de soumission. Alors il y a la question de la clause de conscience aussi, qui n'a pas été élevée au rang constitutionnel comme l'IVG. Et certains disent que cela pourrait être remis en cause, comme l'effet cliquet. Cette clause de conscience, c'est ce qui permet aux médecins de ne pas pratiquer l'IVG s'ils le désirent. Est-ce que vous pensez que c'est amené à disparaître également ? Je pense que c'est l'objectif du planning familial. L'objectif du planning familial, c'est de faire disparaître la clause de conscience. Donc c'est la prochaine étape. Voilà. Et personne n'osera s'opposer. Alors il y aura des effets pervers à la clause de conscience, parce que je crois que ça amènera un certain nombre de médecins ou un certain nombre d'infirmiers à changer de métier. Comme il n'y a pas de pénurie de médecins et comme il n'y a pas de pénurie d'infirmiers, il n'y a pas de problème, vous me direz. Voilà. Mais je pense qu'il faut voir les effets cascades des enchaînements, quoi. Voilà. Des enchaînements non combattus. La liberté, ça suppose la diversité des opinions et l'expression d'opinions diverses. Voilà, c'est ça le sujet. Et pour faire la transition avec notre dossier du jour, l'avortement n'est pas le seul sujet faisant preuve d'un unanimisme médiatique. Il y a aussi la guerre en Ukraine et la guerre informationnelle qui est liée. C'est l'objet de notre dossier du jour. Dans ce dossier du jour, nous reviendrons sur la guerre de l'information menée entre les Russes et les Occidentaux. Nous allons d'abord étudier à ma gauche ce qu'on appelle les trolls russes. À ma droite, les relais de l'influence occidentale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un troll, je vais vous en donner la définition du dictionnaire Larousse. Un troll, c'est d'abord, dans la mythologie, en fait, une créature difforme et malveillante de la mythologie scandinave, mi-humaine, mi-animale, habitant les montagnes et les forêts. Deuxième définition qui nous intéresse, c'est un message posté sur Internet, souvent par provocation, afin de susciter une polémique ou simplement de perturber la discussion. Ça désigne aussi la personne à l'origine du message. Et les trolls russes font l'objet de centaines d'articles, d'une grande littérature journalistique. On ne peut pas vraiment en dire autant des trolls occidentaux, mais quand on voit ces unes, on s'en rend compte. Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces très nombreux articles évoquant les trolls russes ? Dans toute guerre, la première victime, c'est la vérité. Et donc, dans toute guerre, il y a une guerre de l'information. Alors oui, les Russes livrent une guerre de l'information, mais oui, les pro-Zelensky, les pro-OTAN livrent aussi une guerre de l'information. Et la tendance des médias est de regarder un côté, à savoir la guerre de l'information livrée par les Russes, sans regarder la guerre de l'information livrée par les partisans de l'État profond américain et de l'OTAN. Mais nous allons regarder les deux côtés. Voilà. On va commencer par les trolls russes, puisque c'est l'objet médiatique. Alors, effectivement, on a une guerre informationnelle. L'idée, c'est que le troll va investir les réseaux sociaux en créant des faux comptes chargés de s'en prendre aux journalistes ou aux opposants du Kremlin. Avec ce qu'on appelle les fermatrolls, c'est le premier moyen utilisé. On crée des milliers de faux comptes et on fait de l'influence sur les sites internet. Les trolls vont utiliser ce qu'on appelle en fait la technique du fil de fer. On prend un bout du fil de fer, on le tord dans un sens et l'autre sens aussi. On accentue les tensions dans un pays, les haines entre communautés. C'est ce qui est fait par exemple avec la propagande africaniste, mais aussi d'un autre côté, la propagande qui flatte, on va dire, les Européens nationalistes. En somme,
on souffle sur les braises avec les trolls. C'est grâce à cette méthode que la Russie a notamment pu expulser l'influence française d'Afrique en soufflant sur les braises liées aux conséquences de la décolonisation, comme le souligne Fabrice Ebolpoint, professeur à Sciences Po, dans une interview pour Atlantico. Alors, la différence avec la subversion dite classique, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de faire cette influence en quelques clics, alors que les tactiques du KGB étaient faites sur le long terme. Cette stratégie du chaos repose sur une grande connaissance de la politique des pays influencés et des sujets suscitant les tensions. La méthode, on sème le chaos, on entretient les divisions, plutôt que de pousser directement des récits favorables à la Russie. On est là face à une approche plus insidieuse, en fait, de la manipulation qui s'inscrit dans la lignée de ce que le général chinois Sun Tzu décrivait comme les 4 D, discrédit, déformation, distraction, dissuasion. Il dénonçait Macron, là, Sun Tzu, là. Ah, il était en avance sur son temps. Comment vous dites discrédit? Discrédit, déformation, oui. Distraction, dissuasion. L'art de la guerre. Macron est très bon. Eh Macron oui. a lu Sun Tzu. Il l'a lu, c'est son livre de chevet peut-être. Certainement. Avec le prince de Machiavel. Jean-Yves, quelle différence entre l'influence du KGB et les services russes actuels et leurs méthodes? Il y a de nouvelles technologies. Alors, je crois que s'agissant de la Russie, il y a une double chose à comprendre. C'est qu'ils ont des diplomates assez fins, qui s'inscrivent tout à fait dans la logique traditionnelle westphalienne, et des méthodes de manipulation qui peuvent être un peu plus frustres, qu'ils ont eu à l'époque du KGB, qu'ils ont sans doute encore un peu aujourd'hui avec le FSB, qui est l'héritier du KGB, mais avec les nouvelles technologies. Voilà. La technologie permet effectivement d'employer d'autres moyens de propagande, comme le deepfake avec le site russe Pravda. Activé en juin 2023, la version française du site Pravda agglomère des milliers d'articles au narratif pro-Kremlin, et qui sont opposés à Emmanuel Macron, bien sûr. Le journal Le Point nous narre une histoire. Une tentative d'assassinat d'Emmanuel Macron aurait-elle échoué ? Le site Pravda raconte que le président aurait dû se rendre en Ukraine le 13 ou 14 février dernier. Mais il aurait annulé son déplacement pour cause de tentative d'assassinat de la part des Ukrainiens. En ciblant le chef d'État français, Volodymyr Zelensky aurait cherché à entraîner l'OTAN dans le conflit. L'histoire que je viens de vous conter est une fake news. C'est le site pravda.com qui a inventé cette information en s'appuyant sur une vidéo de France 24. Mais cette vidéo de France 24, elle était faite avec le deepfake. Alors, le deepfake, c'est un enregistrement vidéo ou audio modifié ou carrément créé avec l'intelligence artificielle. Les gens, face à ces nouveaux moyens technologiques, comment démêler le vrai du faux? En étant prudent. En étant prudent dans ce qu'on relaie. Voilà. Et en vérifiant quand même les sources. Je dois dire que sur Twitter, maintenant, je relaie avec beaucoup de circonspection ce qui n'est pas clairement identifié, une personnalité clairement identifiée. Voilà. Je crois qu'il faut être prudent dans la retranscription, puisque, vous citez là un deepfake russe, il y en a évidemment autant de l'autre côté, qui sont peut-être un peu moins dénoncés par les articles, parce que là, je vois là qu'il y avait quand même une dizaine d'articles dénonçant les manipulations, les trolls russes. Encore une fois, ce ne sont pas, ils existent bien sûr, mais ce ne sont pas les seuls. On va y venir. Mais autre illustration de cette influence russe, c'est l'histoire des étoiles de David à Paris. Vous savez, ces étoiles de David qui avaient été taguées dans les rues suite au début du conflit en Palestine en octobre 2023. Il s'avère que ce serait un couple de Moldaves agissant pour le compte d'un commanditaire pro-Kremlin qui serait responsable de ces tags d'étoiles de David, selon le journal France 24. Par ailleurs, selon cette enquête relayée toujours par France 24, des agences de marketing digital, la Social Design Agency et Structura ont participé activement à la diffusion de ces messages sur les réseaux. L'enquête montre qu'ils sont liés à l'opération Doppelganger, donc sosie en allemand, lancée par la Russie contre les pays européens. On a eu 1095 bots qui avaient été mobilisés sur Twitter pour publier 2589 messages alimentant la polémique. Alors Jean-Yves,
Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette histoire des étoiles de David? Oui, alors il y a un côté très fruste, c'est ce qu'on appelle la propagande noire, qui n'est pas un truc très nouveau. C'est fruste, puisque c'est des types qui peignent des étoiles, en l'occurrence. Bon. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, parce qu'on peut dire c'est les méchants russes, oui, il y a une opération de manipulation. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il faut savoir que toutes les télévisions ont utilisé, pour parler de la montée de l'antisémitisme dans les jours ou les semaines qui ont suivi le début du conflit entre le Hamas et Israël, ont utilisé ces photos, ces images en fond d'écran. Et ça, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et en matière d'attaques dites antisémites ou d'attaques d'ailleurs anti-musulmanes, les médias partent au quart de tour sur l'événement sans voir qu'il y a très souvent des manipulations et ils partent au quart de tour sans savoir qui est à l'origine. Donc honnêtement, dans cette affaire, les bots russes ou les trolls russes ont utilisé l'extrême manque de sérieux des médias occidentaux. Donc honnêtement, dans cette affaire, les Russes ont fait un truc très grossier qui a marché parce qu'ils ont en face des gens qui n'ont aucun esprit critique. Moi, je vois encore toutes ces images. Ces images, je les ai pas vues. Je les ai vues très peu à travers les bots russes, comme vous dites, sur les réseaux sociaux. Je les ai vues énormément sur les grandes chaînes de télévision, notamment BFM. On pourrait rétorquer aussi que ces trolls russes, tout comme la réponse des Russes en général, n'est qu'une réponse à la provocation, souvent initiée par les Occidentaux. Parce que quand on voit, par exemple, Macron qui déclare qu'on va envoyer des troupes en Ukraine, les Russes répondent, et parfois fortement. À la télé russe, on dit « Choisis une ville française que tu veux rayer de la carte ». Jean-Yves, le problème, ça ne serait pas qu'on assimile aussi ces trolls russes parfois à des gens qui sont simplement un petit peu plus mesurés que la doxa en matière de politique étrangère. Voilà, est-ce qu'on ne confond pas les trolls russes et ceux qui ont un avis divergent, tout simplement? Voilà, alors je crois que ce qui est assez grave derrière ça, c'est les opérations de censure. Je prends deux exemples. Il y a un compte... le compte de Xavier Moreau, qui est souvent invité sur TVL. Souvent invité sur TVL, oui. Bon, Xavier Moreau est, on peut dire, un influenceur russe. C'est un Français marié à une Russe, qui a pris la nationalité russe et qui défend plutôt le point de vue russe, même clairement le point de vue russe. Je crois qu'il travaille pour RT aussi. Non, il travaille aussi pour RT, bon. Mais je veux dire... c'est tout à fait son droit d'avoir ce point de vue. Il est censuré en France sur les réseaux sociaux notamment. RT, qui donnait le point de vue russe, a été interdit. C'est la seule chaîne étrangère qui a été interdite. On n'interdit pas Al Jazeera, par exemple. Bon. De même, alors ce qui est encore peut-être plus grave, c'est qu'on ne peut plus accéder à l'agence TASS depuis Telegram. Ça, c'est un acte de... Vous pouvez nous rappeler ce que c'est censure. l'agence TASS? Alors, l'agence TASS, c'est tout simplement l'AFP russe. Oui. Alors, comme l'AFP, c'est une agence de propagande, d'accord, bien sûr. Mais l'agence TASS, c'était la grande source d'information sur la Russie à l'époque soviétique. Et donc, on parlait beaucoup de l'agence TASS, on citait l'agence TASS, en disant c'est le point de vue soviétique. Et on essayait parfois de décrypter, il y avait des criminologues qui essayaient de décrypter ce qu'il y avait derrière ce que disait l'agence TASS. Mais c'était une source d'information. Là, je dois dire, pour quelqu'un qui s'intéresse à la Russie ou à la guerre russo-ukrainienne, c'est important de pouvoir accéder à l'agence TASS. Ça ne veut pas dire que tout ce que dit l'agence TASS est vrai, bien sûr. Pas plus que tout ce que dit l'AFP n'est vrai d'ailleurs. Voilà. Mais il faut avoir deux points de vue pour équilibrer. Bien sûr, mais censurer une information officielle qui passe comme telle. Je veux dire, si vous allez sur CNN, vous savez que c'est une agence d'information proche de la CIA américaine. Si vous allez sur I24, vous savez que vous avez une agence d'information, une télévision d'information qui est proche
d'Israël. C'est comme ça, mais ça fait partie de l'information. Et donc pourquoi censurer l'information? Ça suppose la pluralité, ça suppose la diversité, et la censure, c'est toujours très mauvais. Et l'autre facette de cette guerre de l'influence, c'est aussi celle menée par les Occidentaux, les relais de l'influence de l'OTAN. Et les explications du bellicisme de Macron sont les suivantes. Les Russes font une guerre hybride de l'information, mais les Occidentaux ne sont pas en reste. On se souvient bien sûr des fake news assez grossières sur les cheminées, confondues avec des missiles. Bon, là c'était trop gros, ils ont dû faire sur les grandes rétropédalage. chaînes de télévision, Bien attention, sûr, les bien grands sûr. JT. France 2 à l'époque. C'est pas un petit tweet anonyme. Mais bientôt les âmes bactériologiques, peut-être comme Colin Powell autrefois. On verra. Par ailleurs, on accuse souvent des personnalités politiques et médiatiques d'être soumises à l'influence russe. On parle peu de ceux qui sont soumis à l'influence états-unienne. Tel pourrait être le cas, par exemple, d'un certain Nicolas Tanzer, qui était auditionné au Sénat et qui se livre au fichage des médias qui seraient, selon lui, le relais de la propagande russe. Alors, il dit dans Contrepoint, nous devons nous mettre en diplomatie de guerre et propose de censurer un journal comme Omerta, comme Géoprama, dirigé par Madame Galacteros. Bon. Il dit aussi que sur l'aspect répressif, nous n'allons pas jusqu'au bout des moyens disponibles, nous n'allons pas jusqu'au bout de l'action de répression. Jean-Yves, on pourrait rétorquer qu'ils sont supprimés tous les journaux pro-OTAN, il n'y aurait quasiment plus rien en stock. Non, mais surtout, on pourrait rétorquer que M. Tanzer, il est totalement lié par les études qu'il a fait et la manière dont les études qu'il fait sont financées. Il est totalement lié à l'OTAN et à l'État profond américain. Donc, vous savez, c'est celui qu'il dit qu'il l'est, comme on dit dans les cours de récréation. M. Tanzer, il est absolument pas indépendant. Alors, je retrouve... Il avait dit... considère que l'OTAN n'a jamais agressé personne. Voilà, alors il considère que l'OTAN n'a jamais agressé personne. Je pense que les Serbes, qui ont été bombardés pendant 9 semaines en 1999 par les troupes de l'OTAN, y compris par l'aviation française, qui ont fait des milliers de morts civiles, 3000 morts civiles au minimum. Ils n'ont agressé personne. Si, l'OTAN a fait beaucoup de guerres illégales. La guerre contre l'Irak était aussi une guerre illégale. Bon, là, il faut quand même être un peu sérieux, quoi. Voilà. À Tanzer, encore lui, propose d'envoyer des troupes, mais pas pour combattre. On regarde la vidéo. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons effectivement envoyer des troupes, non pas pour combattre, il n'en est pas question, ou en tout cas pas encore question, et j'espère d'ailleurs que ce moment ne viendra pas, bien sûr. En revanche, pour sécuriser de manière forte les territoires libérés de l'Ukraine, pour éviter que la Russie ne progresse sur le territoire ukrainien. Jean-Yves, si jamais les troupes françaises sont au contact de troupes russes, comment ça va se passer ? Alors d'abord, il dit qu'il faut envoyer des troupes françaises pour défendre les territoires libérés de l'Ukraine. Alors je ne sais pas à quoi il pense, puisque les Russes sont plutôt en train d'avancer. Donc il y a plutôt des territoires ukrainiens occupés par les Russes que des territoires ukrainiens libérés de l'occupation russe. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. Deuxièmement, je pense qu'il défend le délire guerrier et belliciste de Macron de manière totalement folle, parce que au mieux la France pourrait envoyer 15 000 hommes, et en face il y a 400 000 Russes, et en plus il y a un problème de munitions. Donc je vois pas bien. Ça ferait pas long feu. Je vois pas bien ça. À la limite, quitte à envoyer des gens sur le front de l'Est, il y a peut-être à prendre les jeunes de Renaissance qu'on pourrait former et équiper. Là, ça serait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, autre relais de propagande pro-OTAN, on pourrait citer Valérie Lecasble, je ne sais pas comment on prononce, Le câble, oui. Qui suggère d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, non pas pour combattre, mais juste pour faire peur aux Russes, elle aussi. Écoutez. Vous savez, l'armée française, c'est la plus grosse armée européenne, elle est opérationnelle. On peut mobiliser, en France, on peut mobiliser 15 000 hommes en quelques semaines, quelques centaines en quelques jours. Donc c'est ce mot « troupe » qui est très marquant, parce qu'il peut donner l'idée qu'il va y avoir plus de monde. Alors Jean-Yves, ce sont des propos quand même potentiellement dangereux, mais
il faut savoir toujours de qui on parle. Pourquoi et d'où, Jean-Yves, est Madame Valérie Lecable? Madame Valérie Lecable, elle travaille pour des entreprises de communication et d'influence américaines, comme Hill & Clanton Strategy, qui est une société de communication, d'influence de l'État profond américain. Voilà. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de savoir pourquoi les médias français soutiennent à tel point la position de Macron, la position belliciste de Macron, qui est quand même critiquée sur le plan international, et ils interrogent. Alors qui ils interrogent? Ils interrogent les relais de l'État profond américain. Ils interrogent, donc on a dit M. Tanzer, ils interrogent Mme Lecable. On se demande pourquoi ces gens-là sont partout, si ce n'est parce qu'ils sont des relais de l'influence américaine. Tiens, je vais vous en citer un autre. Monsieur Benjamin Haddad. Monsieur Benjamin Haddad, c'est le président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié France-Ukraine. Eh bien, monsieur Benjamin Haddad, dans ses déclarations d'intérêt publiées au journal officiel, on voit que tous les ans, il touche 100 000 euros. 100 000 euros quand même par an, en plus de son indemnité parlementaire, de l'Atlantic Council et d'autres officines de l'État profond américain. Donc vous voyez le degré de neutralité. Alors ils vont reprocher à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella d'avoir des liens avec la Russie, mais leur représentant au groupe d'amitié France-Ukraine, il reçoit tous les ans des sommes importantes des milieux d'influence otaniens et de l'État profond américain. Voilà. Mais ça, on ne le dit pas, les télévisions devraient le dire. C'est-à-dire, là, nous interrogeons M. Untel, voilà quelle est sa déclaration d'intérêt. Nous interrogeons Mme Lecable, voilà quels sont ses employeurs. Nous interrogeons M. Tanzer, voilà quels sont ses intérêts. Et après, il peut dire ça, oui, pourquoi pas. Voilà, mais il faut le dire. D'où tu parles, camarade. D'où tu parles, camarade, voilà. Après avoir décrypté cette guerre informationnelle qui se joue entre les Russes et les Occidentaux, on enchaîne sur les pastilles de l'info avec du positif cette semaine. Vous allez le voir, c'est parti pour les pastilles de l'info. Première pastille de l'info, c'est les Bobards d'Or qui avait lieu mardi dernier, la 15e cérémonie des Bobards d'Or organisée par Polémia et avec M. Jean-Yves Le Gallou qui est juste à côté de moi. Alors, Jean-Yves, quels ont été les résultats? Est-ce que ça s'est bien passé après l'annulation de la salle? Dites-nous tout. La manifestation a eu lieu, voilà, donc c'était l'essentiel, c'était de marquer que de toute façon nous ne plions pas, nous tenons, et je vais vous donner le palmarès des Bobards d'Or. Avec plaisir. Alors, monsieur, dans les Bobards d'Or politiques, c'est monsieur Darmanin qui a emporté le Bobard d'Or. Je pense qu'il faudra peut-être, lorsqu'il se déplacera, que quelqu'un lui apporte la petite figurine quand même, lui remettre son trophée quand même. Alors il a obtenu ça, vous savez, pour une très belle déclaration. Il était candidat de multiples fois parce que Darmanin, il ment comme il respire. Darmarinade. Et Darmarinade, voilà. Et donc il a eu la Darmarinade qui a été sélectionnée. C'est il y a beaucoup de Kevin et Matteo parmi les émeutiers lors des émeutes, des destructions, des incendies de juillet de l'année dernière. Donc d'abord Darmanin, et puis il y a eu sur Crépol un double Bobard d'Or pour Patrick Cohen d'un côté et une intellectuelle d'Arte qui ont obtenu le Bobard d'Or, voilà. Et s'agissant du Bobard pour les pubards, vous savez qu'il y avait une liste de publicités antiracistes. C'est celle de Sector Alarme qui a remporté le Bobard. Vous savez, il y a la petite famille blanche et noire qui a peur de l'agresseur, du cambrioleur,
qui est un vieil homme blanc. On sait bien que c'est effectivement parmi les vieux hommes blancs que se recrute le maximum de cambrioleurs. Voilà donc les trois vainqueurs, en quelque sorte, de ces bobards d'or. Deuxième pastille, c'est les ciseaux de la censure, avec les suites de l'affaire CNews, cette audition qui a eu lieu au Sénat. Regardons un extrait de cette audition où on voit Pascal Praud parler. Il y a 30 ans, vous allumiez la radio et vous appreniez les infos du jour par la radio. Vous achetiez un journal et vous appreniez les infos, alors peut-être encore plus de temps, par le journal. Aujourd'hui, avec ça, tout se sait. Bonjour Yves, on a l'impression d'un véritable tribunal révolutionnaire avec ces accusateurs publics. On est pourtant dans un pays démocratique et je me dis une chose, ce sont les journalistes qui posent des questions politiques, c'est pas l'inverse normalement. Écoutez, moi ça me choque pas que les politiques posent des questions aux journalistes, dans la mesure où les journalistes ont le pouvoir, un certain pouvoir. Simplement, ce qui est gênant, c'est que là, on s'attaque exclusivement à un média qu'on peut dire... un média d'opposition. Ça date, le principal média d'opposition télévisuelle, en dehors des médias alternatifs, c'est évidemment CNews. Et c'est à lui qu'on s'attaque. Et il y a une opération, il faut bien voir le montage de cette commission d'enquête. Le président est Renaissance, et le rapporteur est LFI. Et en fait, dans cette affaire, Renaissance, qui veut tordre le cou à CNews, utilise comme tueur, en quelque sorte, comme tueur à gages, les gens de LFI. C'est l'alliance de l'extrême gauche et de l'extrême centre contre l'extrême liberté. Sur le fond, on se rend compte quand même que les accusations contre CNews de manque de pluralisme peuvent être critiquées quand on regarde les chiffres. En réalité, CNews est la chaîne la plus pluraliste, car les temps de parole respectent le poids électoral des divers courants. Le RN, Reconquête, Debout la France, ça fait 33% à la présidentielle et 45% dans les sondages. Dans le contexte d'une volonté de censure de CNews, un peu de pluraliste ne fait pourtant pas de mal. Alors, deux graphiques pour comprendre les choses. Le premier, cette courbe sur l'évolution du temps de parole dans le temps. On voit bien que le centre a explosé et la droite a stagné, voire régressé. Deuxième graphique, le temps de parole des courants politiques sur les antennes de France Télévisions au dernier trimestre 2023. Additionner exécutif et Renaissance, c'est du pareil au même. Jean-Yves, quel commentaire à faire sur ces statistiques et la différence entre le service public, France Télévisions, et la chaîne de M. Bolloré? La chaîne de Bolloré est celle qui est le plus proche de la représentation générale, et encore, pas plus que ça. Et tous les autres minorent la partie droite de l'échiquier politique. Et donc, si l'Arcom faisait son travail, il ferait les remontrances, non pas à CNews, mais en particulier aux chaînes de service public ou à BFM TV. Voilà. Mais l'Arcom, il est là pour censurer pour le compte du gouvernement. Monsieur Roquemestre, qui en est le président, a été choisi par M. Macron. Il est donc dépendant de M. Macron. Et comme sa carrière n'est pas finie, il aura une carrière à faire après l'Arcom. Donc il faut qu'il y pense. Voilà. Troisième pastille de l'info, c'est un coup de gueule. Le coup de gueule de l'affiche des JO sans la France, en fait. Sans son histoire chrétienne, sans son drapeau. L'affiche des JO, on remarque qu'on a omis plusieurs éléments, en effet, tels que le drapeau français, qui n'est pas présent, comme je l'ai dit, la cathédrale de Notre-Dame, ou encore, plus grave, le dôme des Invalides, où on a supprimé la croix, comme le montre cette vidéo sur CNews. Écoutez. Voilà, c'est un détail, mais c'est justement là, l'expression le dit bien, que le diable se cache. Et puis c'est précisément parce que c'est un détail qu'on se demande pourquoi est-ce que le dessinateur Hugo Gattoni s'est cru obligé de retirer la croix des Invalides sur ce petit détail. D'autant plus que la lecture de l'affiche se prête à la traque des détails, puisque ça se lit un peu comme une planche de Où est Charlie ? Il faut repérer ici la mascotte, là les athlètes olympiques. Alors je recommande d'aller voir les analyses, les décryptages sur cette affiche. Et pourquoi il y a un tsunami là par exemple ? Il y a peut-être un peu de complotisme. Il y a tout de même des choses assez mystérieuses. Ah oui ?
Ah oui, quand même, c'est assez drôle de regarder les détails de l'affiche et de se poser les questions. Alors après, il peut y avoir des risques de surinterprétation. Ce qui est très étrange, effectivement, c'est la vague qui arrive, l'espèce de tsunami. Ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, ce qui est une désinformation caractéristique, c'est le fait de supprimer la croix des Invalides, parce qu'on peut dire on met pas Notre-Dame, on met pas le Sacré-Cœur, bon pourquoi pas, c'est un choix, on met pas tout sur l'affiche. Mais quand on supprime la croix délibérément, c'est un effacement d'un élément important de l'identité française. Alors paraît-il, ça n'est pas totalement innocent. Ils se sont justifiés en disant que c'était dans l'article 50 du règlement des JO, on ne peut pas mettre de signes religieux. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont justifiés. Oui, enfin, c'est quand même pas très sérieux comme justification. Oui, je suis d'accord. Il faut aussi distinguer le religieux du culturel. Voilà. Le Bon Point Mainstream, c'est une série qui s'appelle Shogun, succès commercial et critique. C'est une série donc sur le Japon médiéval que certains ont critiqué, car tous les acteurs sont japonais. Oh non, c'est pas possible, une série sur le Japon où tous les acteurs sont japonais. Voilà, donc c'est une série qui fonctionne, qui est même comparée à la grande série Game of Thrones, que vous avez peut-être vue. L'acteur principal de la série, Hiroyuki Sanada, n'a accepté de participer au programme que s'il y avait des Japonais dans la série, puisque c'est sur le Japon médiéval. Décidément, il n'y a que les Européens qui n'ont pas le droit à la continuité historique, finalement. Oui, mais bravo pour les Japonais, bravo pour les Japonais. Qui sont quand même assez occidentalisés, mais qui gardent leur identité. Carton rouge, c'est les migrants de Mayotte qui se retrouvent dans une vie de château. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le Parisien qui avait eu l'information en premier. On l'a appris le 26 février dernier. Un château dans les Yvelines va accueillir plus de 200 migrants en provenance de Mayotte, comme je l'ai dit. Le château de Grignon, qui les accueille, est une merveille du patrimoine français. Il avait déjà fait parler de lui en vendant son mobilier pour une bouchée de pain. Jean-Yves, je crois que vous en aviez déjà parlé dans Immédiat à l'époque. Absolument, nous suivons l'affaire sur Immédiat. Donc le château a été vidé de son mobilier, qui a été bradé. Donc il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent là-dessus. Ensuite, il a été aménagé. Et maintenant, on y a installé 200 migrants venus de Mayotte. C'est-à-dire que ce sont des Africains de l'Est, du Congo, qui sont persécutés par les Rwandais, pays soutenu par l'Empire américain, et donc persécutés par les Rwandais dans l'Est du Congo, ils ont fui vers Mayotte. À Mayotte, le statut de réfugié politique leur a été attribué. Et M. Darmanin, quand il est allé à Mayotte, a dit « Mais non seulement vous avez un permis de séjour à Mayotte, mais vous avez un permis de séjour en France. » Et on leur a offert l'avion pour venir en France. Et arrivé en France, on les a logés dans le château. Voilà. C'est une histoire. Il y a 10 ans, on aurait raconté ça, on aurait dit « Non mais... vous êtes fous, quoi. » Malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, la vérité dépasse très largement la fiction. On peut dire aussi peut-être un mot sur le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, qu'on voit ici avec une peinture de l'acteur adulé par la gauche antiraciste Jean-Pascal Zadi. On a donc ce préfet qui impose au maire de la population de Thiers-Val-Grignon 300 Africains venus de Mayotte dans un château historique. Est-ce qu'on a vraiment un commentaire de plus à faire sur ce bradage du patrimoine imposé par le préfet, encore une fois? Oui, qui est parti maintenant. Enfin, il a fini en beauté. Le sale boulot. Oui, il a fini en beauté, absolument, oui. Les préfets aujourd'hui, beaucoup sont aussi nocifs que les commissaires européens, parce qu'on critique beaucoup l'Union européenne, à juste titre, et les commissaires européens, à juste titre. Mais l'État français et ses préfets, c'est souvent aussi nocif. Pas tous, mais beaucoup. Le coup de chapeau, dernière pastille de l'info, c'est la polémique avec Marion Maréchal liée à Boursorama. La banque avait invité la candidate de Reconquête aux Européennes pour un débat. Et cela a suscité l'émoi de certains clients opposés à Marion Maréchal. Boursorama n'a pas capitulé, comme le montre cet article. L'équipe réseaux sociaux de la banque n'a en effet pas cédé aux pressions des clients qui menaçaient de fermer leur compte. Le community manager a répondu à un client qui menaçait de fermer son compte. « Bonjour, vous pouvez clôturer votre compte depuis clôturer mon compte, situé au niveau de votre nom en haut à gauche. Le problème persiste, contactez-moi. »
Jean-Yves, que peut-on dire sur l'attitude de Boursorama face à la pression ? Il faut peut-être ouvrir un compte dans cette banque qui va se libérer probablement de nombreux comptes en découvert. Peut-être. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on balaye la pression, finalement, il ne se passe rien. Et simplement, dans ce monde de lâcheté généralisée, dès qu'il y a une pression, généralement, tout le monde se met sous la table. Bravo à Boursorama qui a résisté. Voilà. C'est un bon point mainstream. Un bon point mainstream, voilà. On arrive déjà au terme de ce numéro 480 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. Merci de vous suivre aussi TV Liberté, de vous abonner, de vous réabonner, d'aimer cette vidéo, de la partager. Jean-Yves, à la prochaine fois. On ne se quitte pas sans l'habituel portrait piquant du jour consacré à Mathieu Lartaud. Une fois n'est pas coutume, comme je le disais, on va parler de sport avec la voix du rugby français. C'est parti pour les portraits piquants du jour. Une fois n'est pas coutume, abordons le journalisme sportif, un genre à part entière, avec Mathieu Lartaud. Un portrait en contraste. Pile le rugby, face le politiquement correct. Roger Coudert, Pierre Salviac, Alba Ladejo, la France aime le rugby et ses commentateurs. Mathieu Lartaud incarne cette voix rugbystique au micro de France Télévisions. Son parcours professionnel et sa vie personnelle ont tout pour plaire. Un cancer surmonté grâce à son courage et à l'amour de sa famille. C'est le côté pile, celui du journaliste méritant. Pour le côté face, on retrouve un homme qui se met en scène avec sa femme et ses enfants sur les réseaux sociaux et qui n'est pas aussi lisse politiquement que les médias veulent bien nous le présenter. En effet, Mathieu Lartaud méprise le FN, N-H-A-I-N-E, et les 20% de cons qui votent pour lui. Les 20%, c'était en 2012. Depuis, les occasions de haïr ont augmenté. Mathieu Lartaud est né en 1979 à Mantes-la-Jolie. Son père est cadre dans un groupe cimentier et surtout préside la section rugby de la ville. Il joue au rugby dès l'âge de 5 ans jusqu'à la découverte de son cancer du genou à 16 ans. Pendant 2 ans, il lutte courageusement contre cette maladie qui le contraint à abandonner son sport. En avril 2023, Mathieu Lartaud annonce la récidive de son cancer du genou et l'amputation prochaine de sa jambe. Il signe avec France Télévisions un contrat en alternance avec le cursus du Centre de formation des journalistes. Durant son stage, il commente son premier match de rugby lors du tournoi des 6 nations. Il sera recruté par France Télévisions en 2004 et deviendra assez vite, en 2009, son commentateur principal pour le tournoi des 6 nations, la Coupe du Monde du rugby, les test matchs de l'équipe de France et la finale du Top 14. Il est aussi responsable de la rubrique rugby dans l'émission du dimanche Stade 2. Il a commenté par ailleurs les Jeux Olympiques de Rio, ceux de Tokyo, et la Coupe du Monde féminine de rugby à 15. Opéré de son cancer du genou au printemps 2023, il revient à l'antenne dès septembre pour la Coupe du Monde de rugby où la France sera éliminée sur le fil par l'Afrique du Sud. Après le premier tour de l'élection présidentielle de 2012, où Marine Le Pen a obtenu 18% des suffrages, il se répand le 22 avril sur Twitter. Je cite « Je ne donne aucune leçon. Je ne prône pas la haine comme le FN, mais le mépris envers le FN. Si la différence vous échappe, tant pis. Un peu plus loin. Et puis, le mépris n'est pas excessif. Si les militants FN de Twitter me méprisent en retour, ce sera un honneur. Enfin, je suis pour la tolérance, la mixité sociale et contre la haine raciale prônée par le FN. Je méprise les 20% de cons. Fin de citation. Ça, Mathieu, ce n'est pas très gentil. Mais c'était en 2012, il y a 12 ans. On peut changer en 12 ans. Nous souhaitons à Mathieu Lartaud un plein rétablissement et vive le ballon ovale.